Madame, monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. La candidature de Romed Wadaini continue d'avoir du soutien. L'association des fidèles croyants, amis de Romed Wadaini, appelle à une mobilisation massive autour de l'homme, profitant de la grande prière musulmane vendredi dernier à la mosquée centrale de Boïkan. Gafari Abdou Malherossou est allé recueillir les conseils des aînés, des sages et lance un appel à la jeunesse. Ensuite, plusieurs journalistes de l'espace UEMOA spécialisés des questions économiques et financières, de bourse et de développement étaient à Cotonou pour une semaine de formation, une session de formation intensive sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l'UEMOA. Le résumé est à suivre dans un instant. Et puis enfin, encore quelques heures et on connaîtra le 69e vainqueur du Ballon d'Or France Football. La grande cérémonie de remise va se dérouler ce lundi au théâtre de Châtelet à Paris. Et ils sont trois grands favoris dans cette compétition. Vous suivrez le résumé dans cet instant. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle justement de cette formation à l'endroit des journalistes de l'UEMOA. Cotonou a reçu pendant une semaine plusieurs journalistes de l'espace UEMOA, spécialistes des questions économiques, financières, de bourse et de développement. Réunis au sein de la plateforme des médias de l'UEMOA, ils ont suivi du 15 au 19 septembre une session de formation intensive sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l'Union. Voici le reportage de Ulrich Gaba. Après 5 jours de sessions intensives, le séminaire de formation des journalistes des États membres de l'UEMOA s'est achevé à Cotonou sur des notes de satisfaction. Cette rencontre, qui a rassemblé des professionnels des médias des 8 pays de l'Union, a permis d'approfondir leurs connaissances sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les grands chantiers de l'UEMOA. Dans son analyse, le professeur a abordé les mécanismes de décision communautaire, les banques multilatérales, l'émergence des politiques publiques, le rôle des journalistes dans l'information des populations. C'est une chance pour les médias aujourd'hui et nous devons vraiment saisir cette opportunité. Parce que de mémoire de la commission de mémoire, c'est la première fois qu'il y a ce genre de collaboration étroite, dynamique entre les médias de notre espace communautaire et un président de la commission de mémoire. Les participants expriment aussi leur satisfaction pour la richesse des thématiques abordées, notamment les politiques monétaires et les défis de la libre circulation des personnes et des biens. Ils expriment particulièrement leur gratitude au professeur Albert Loncourt, dont les méthodes claires et concises ont rendu des sujets parfois arides très accessibles. La formation m'a permis de connaître beaucoup de choses sur la gouvernance budgétaire et la gestion financière des États. Nous avons appris à travers cette formation qu'aujourd'hui l'économie a des mécanismes qu'il faut maîtriser pour pouvoir écrire un bon article journalistique et même faire un bon reportage. Les modules que j'ai retenus, c'est par exemple le prélèvement communautaire solidaire qui permet non seulement à l'Union de fonctionner, mais qui est effectif, bien sûr, sur tous les autres pays de l'UEMOA à travers, par exemple, les ponts de paysage juste à poser. Maintenant, nous sommes désormais habilités à se prononcer par rapport au processus d'élaboration du budget, de la préparation jusqu'au contrôle. Au regard des compétences acquises, ces journalistes spécialistes des questions économiques s'engagent à produire des reportages plus précis et pertinents. Ce séminaire de formation marque une étape importante dans la consolidation du rôle des médias dans le processus d'intégration régionale. Et puis justement, au cours de cette formation, des journalistes spécialisés dans les questions économiques, la problématique de l'éco qui est supposée remplacer le franc CFA est revenue sur le tapis. Les professionnels des médias ont cherché à comprendre le processus et où en est justement l'organisation ou les dirigeants justement de l'Union. Voici la réponse du représentant résident de l'UEMOA à Cotonou. Il est au micro de Ulrich Gaba. Disons que dans notre zone, comme vous le savez, il y a l'UEMOA qui regroupe 8 États membres, mais il y a aussi la CEDEAO qui regroupe un ensemble un peu plus grand, 12 États membres aujourd'hui. Et nous
nous avons la spécificité au niveau de l'UEMOA de disposer déjà d'une monnaie commune. Et au niveau de la CEDEAO, ils travaillent à construire une économie pour pouvoir aboutir à une monnaie commune qui est l'ECO. Alors, l'ECO, c'est un projet de longue date de la CEDEAO. Il faut déjà le relever. Les échéances ont été souvent reportées à cause du fait que les États ne parviennent pas à respecter les critères de convergence qui permettraient de mettre en place, qui sont un peu les conditions préalables à la mise en place de cette monnaie commune. Mais au stade actuel, c'est que les chefs d'État, vous savez que la monnaie, c'est avant tout une question de souveraineté, une question politique. Les chefs d'État ont décidé d'aller à l'horizon 2027 à cet écho, à cette monnaie commune. Et comme il n'est pas évident que tous les États respectent les critères de convergence, ce qui a été retenu en dernier lieu, c'est que les États qui seront prêts pourront commencer à mettre en place, à adopter cette monnaie commune, et les autres qui rempliront les conditions rejoindront cette monnaie commune au fur et à mesure. Et bien évidemment, tous les États membres de l'UEMOA travaillent en étroite collaboration avec la CEDEAO, avec notre banque centrale qui est la BCAO et des institutions, les banques centrales et d'autres institutions impliquées dans la mise en place de cette monnaie commune. Nous travaillons en bonne intelligence pour que cela puisse se faire une fois que les conditions sont remplies. Au Bénin, l'identité légale devient bien plus qu'un document, c'est la clé pour accéder aux droits, aux soins, mais aussi aux opportunités économiques. De la déclaration des naissances à l'inclusion financière, ce magazine que vous propose Estetofa, sur les images de Ederon Pévi, vous montre comment l'identité légale s'impose aujourd'hui comme un passeport de citoyenneté et un moteur de développement, une révolution silencieuse portée par la NIP. Le reportage. Des fois, quand on met les enfants au monde, le temps d'aller ailleurs, il y a une lourdeur du côté des parents. Et maintenant que nous avons l'occasion de faire ça directement, juste après l'accouchement dans les hôpitaux, je pense que cela nous facilite la tâche. Un soulagement et une assurance pour cette jeune maman. Le guichet unique d'enregistrement des naissances installé au CHUMEL de Cotonou est déjà fonctionnel pour le bonheur de la population. Au-delà d'une simple formalité, déclarer une naissance est ici une étape essentielle, car sans identité légale, difficile d'accéder aux droits fondamentaux, aux soins et aux services publics. Dès la naissance, l'enfant a droit à être déclaré en tant que béninois, citoyen béninois, donc droit à la nationalité béninoise. Et avec cette nationalité, il pourra s'inscrire pour s'instruire à l'école. Et ça lui permettra aussi de bénéficier des avantages sociaux auxquels il a droit en tant que citoyen béninois. Après la naissance de l'enfant, la sage-femme fait la déclaration. Et c'est avec la fiche de déclaration, les parents viennent à notre niveau pour l'enregistrement de l'enfant. Ils viennent avec la fiche de déclaration, l'acte de reconnaissance de paternité ou l'acte de mariage, la carte CIP du père et de la mère pour faire l'enregistrement de l'enfant. Après l'enregistrement de l'enfant, 72 heures après, la NIP envoie le NP de l'enfant par message. Et avec l'NP de l'enfant, grâce à l'application ANIP-BJ, le parent peut faire l'acte de naissance de son enfant directement en ligne. L'identité, ce n'est pas seulement à la naissance. C'est aussi le suivi du citoyen tout au long de sa vie. Ainsi, dans le cadre des journées de l'identité célébrées du 13 au 16 septembre 2025, l'Agence nationale d'identification des personnes a initié une vaste opération de délivrance gratuite de certains actes indispensables et de mise à jour des données. L'identité légale, ça passe bien entendu par l'enrôlement au RAVIP, au Registre national des personnes physiques. Mais au-delà de tout, également, ça passe par leur donner un titre, c'est important, un acte de naissance, un titre d'identité. Je suis venue faire la mise à jour de ma photo et de ma signature. Pourquoi? Bon, parce que déjà sans la signature sur la pièce n'est pas valable. Du coup, bon, je voulais déjà faire ça depuis longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et aujourd'hui, l'occasion s'est présentée, donc je suis venue pour faire
ça, j'ai profité en fait. Enrôlement de mes enfants. Avant, ils n'étaient pas ici. Ils sont avec ma belle-mère au village. Donc comme on a démarré, je me suis rapproché, j'ai dit je vais les amener, ils vont faire ça. Pour cette opération, 3 sites ont été retenus au niveau de chaque département pour permettre à tous d'en bénéficier. Les 3 concernent un GUPS, un guichet unique de protection sociale, un collège d'enseignement général et une école primaire. Dans ces 3 sites, vous verrez les populations ici pour se faire enrôler au RAVIP, pour faire la mise à jour de leur numéro de téléphone, la mise à jour de leur signature, la mise à jour de leurs photos pour ceux qui ont déjà fait le RAVIP en temps, et aussi la possibilité de se faire enrôler au RAVIP pour les enfants qui vont aux différents examens. S'assurer que les données de chaque citoyen sont sécurisées est également une priorité pour l'Agence nationale d'identification des personnes au-delà de l'identité légale. Pour ce faire, elle est accompagnée dans sa mission par le projet OURI. On travaille sur la qualité de la donnée. Donc c'est vraiment pour s'assurer de l'exactitude de l'information. Lorsque vous récupérez une pièce, vous allez savoir que en fait, c'est vous qui êtes sur... ce sont vos informations en tout cas qui sont sur la carte d'identité biométrique par exemple. Donc le volet sécurité, donc c'est la sécurité de l'information, de tous les systèmes d'information pour s'assurer que les données sont bien protégées au sein de l'ANIP. Donc j'ai parlé aussi de la lutte contre la fraude. Bon, ça va de soi, hein, c'est vraiment l'intégrité de la base de données, lutter contre la fraude identitaire, etc. Le projet WORI, en un mot, est le bras financier et technique qui appuie l'ANIP dans le cadre de la modernisation du processus d'identification et de la mise en place d'un état civil, d'un fichier d'état civil fiable. À ce titre, nous sommes aux côtés de l'ANIP pour la maintenance, la mise à jour des données, parce que le registre national des personnes physiques est un registre dynamique qui doit être permanemment d'actualité. Au-delà de la citoyenneté, l'identité légale est un véritable levier économique. À Pobé, grâce au CIP, des femmes accèdent au microcrédit pour développer leurs activités. La CIP là, grâce à, comment on appelle ça, notre RAVIP, c'est pour ça que j'ai été prendre ça à la mairie. Et maintenant, à force de prendre ça, tu as droit à prendre les microcrédits là quand tu veux, n'importe comment, au Bénin. Et c'est dans tout le Bénin, non pas à Pobé seul. Et aujourd'hui, à plus de 80%, c'est la carte CIP que plusieurs de nos clients nous présentent comme pièce d'identité. Il y a 2 choses que nous regardons surtout sur la pièce d'identité. Il y a le numéro NPI qui est très important et le numéro de la pièce d'identité. Enfin, la date d'expiration. Parce que toute pièce d'identité doit être en cours de validité. Nous sommes à Boïcon. Cette jeune dame est venue voir le premier responsable du quartier pour déclarer son domicile, pendant que certains sont là pour un changement de centre de vote. Et toutes ces opérations passent par le certificat d'identification personnelle, le CIP. La déclaration de résidence est délivrée aux citoyens sur la base de la carte CIP. Sans ça, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, celui qui se hasarde à s'abstenir à faire le RAVIP, il n'est pas citoyen, il n'est pas béninois, il n'est pas dans le Bénin. Sans ça, il ne peut plus rien faire dans sa vie. Même pas pour aller faire un crédit. Et dans la nuit, la police va l'attraper en plus. L'ambition du gouvernement est de ne laisser personne en marge. Tout Béninois a droit à une identité légale. Dans le cas des enfants sans pièce d'identité, il y a une procédure bien précise. Aujourd'hui, cette procédure requiert tout simplement la présence de témoins et la présence du chef quartier. Donc ce que je dis aux parents, si vous avez des enfants sans pièce d'identité, sachez que dans les prochains jours, nous allons venir vers vous. Nous allons venir vers vous parce que c'est une procédure peut-être un peu plus complexe parce qu'il en va également d'une affaire de sécurité. Même si pour les enfants de moins de 13 ans, notre priorité c'est de leur donner accès à la santé, accès à l'école. Ça c'est le premier point. Pour les parents qui ont pu enrôler leurs enfants, ce que nous leur disons, c'est que d'ici la fin du mois,
d'accord, nous allons les inviter de nouveau au lieu d'enrôlement pour récupérer leur pièce d'identité. Et la pièce d'identité qu'ils vont récupérer sera gratuite. L'identité légale, c'est un droit fondamental, mais c'est surtout la clé pour avoir accès à l'éducation, à la protection sociale, à la santé, même à l'inclusion économique. Donc disposer d'une pièce d'identité, c'est pouvoir inscrire son enfant à l'école. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu les mamans qui sont venues pour établir les actes de naissance de leurs enfants, qui sont déjà grands. Ils n'en avaient pas. Pouvoir bénéficier d'une assurance maladie, il faut une pièce d'identité. Pouvoir bénéficier de microcrédits, utiliser même les services numériques tels que Mobile Money, il faut une pièce d'identité. Donc, c'est vraiment un droit qu'il faut aider à avoir. Au Bénin, l'identité n'est plus une simple carte. Elle est un passeport de citoyenneté, une clé d'inclusion financière, un outil de développement. De la naissance à la vie active, l'ANIP s'engage à offrir à chaque citoyen une identité légale. On parle politique à présent. Le mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants Tonga apporte son soutien à la candidature de Romed Wadani à l'élection présidentielle de 2026. C'est à la faveur d'un meeting qui consacre l'installation de l'honorable Soui comme président départemental de ce mouvement politique du parti Union Progressiste Le Renouveau que les militants et sympathisants ont donné le caution aux candidats de la majorité présidentielle. Ce meeting tenu à Basila samedi dernier a été rehaussé par la présence de l'honorable Issa Salifou, représentant le président du parti Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Djagbenou, et de Hamouda Razaki, président du dit mouvement. Abdou Sabri Drissou, Alassane Abouna. L'honorable Ahmed Tidjani Afo-Obo, alias Soui, en plein bain de foule devant ses militants et sympathisants du mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants de la 14e circonscription électorale. C'est un mouvement politique fédérateur de l'Union progressiste Le Renouveau qui regroupe les communautés sœurs des quartiers Zongo des 4 communes de la Donga. Pour sa toute première sortie officielle qui consacre son installation en tant que président du dit mouvement, Soui, accompagné par les siens, apporte son soutien à la candidature de Romuald Wadayi à l'élection présidentielle de 2026. En soutenant la candidature de Romuald Wadayi, nous faisons le choix d'un leader jeune, visionnaire, audacieux, un homme de rigueur et d'action, dont le parcours force l'admiration. Un économiste aguerri qui a su, aux côtés du président Patrice Talon, démontrer un leadership éclairé, alliant expertise, sens élevé du service public et valeurs morales solides. Romuald Wadayi, c'est aussi une porte d'ouverture, d'écoute et de rassemblement. Dans un contexte régional où les tensions menacent la stabilité démocratique, il incarne une troisième voie, celle du dialogue, de la compétence et de la paix durable. Il ne veut pas diviser pour régner, il veut rassembler pour construire. Je salue le président Patrice Talon, président de la République, qui a accepté de respecter la Constitution de Bénin. Tout le monde, vous savez ce qui se passe un peu partout. D'autres cherchent à faire 3 mandats, 4 mandats. Le président a accepté de céder la place, son fauteuil, à notre jeune frère Wadayi. C'est sous le leadership éclairé du président de l'UPR, Joseph Djagbenou, et de Hamouda Razaki, président national du mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants, que ces hommes et femmes, mobilisés autour de l'honorable Soui, optent pour la candidature de Wadayi. Et dans leur élan, ils sont soutenus par l'honorable Issa Salifou, vice-président du dit mouvement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour apporter notre soutien à l'honorable Soui. Je pense qu'avec votre détermination, Soui va me rejoindre à l'Assemblée nationale en 2026. C'est ça notre objectif. Ici, dans la 14e, il y a 2 places. Il y a 2 sièges dans la 14e.
Sissoui est candidat, 2 personnalités de ce pays sont en ballottage. C'est-à-dire le siège du parti LD et le siège du parti BR est en ballottage. Parce que Lussoui, il est imbattable. C'est bien ça, non? Oui. Parce que s'il est sur la liste, c'est soit le grand baobab, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui va tomber, ou bien Noureni Achade qui va tomber. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Très impressionné par la détermination et surtout l'engouement des militants de ce mouvement politique, l'honorable Issa Salifou promet de rendre fidèlement compte à qui de droit. Que je passerai le message de Basila et de la 14e circonscription à notre candidat Romiad Wadaï pour dire, par la grâce de Dieu, les imams ont prié, la population de la 14e a prié, il peut aller dormir tranquille par la grâce de Dieu, qui va être le prochain président du Bénin. Ça va être pour la première fois qu'un jeune de moins de 50 ans va prendre le pouvoir. Et nous allons l'accompagner dans cette mission. Convaincu que Romuald Wadaï reste la seule alternative crédible pour 2026, ces militants prennent l'engagement solennel de passer de hameau en hameau pour annoncer la bonne nouvelle. Créé récemment pour soutenir la candidature de Romuald Wadaï. Bien entendu, l'association des fidèles croyants, amis de Romuald Wadaï, appelle à une mobilisation massive autour de l'homme, profitant donc de la grande prière musulmane vendredi dernier à la mosquée centrale de Boïkon. Le président est allé recueillir les conseils des aînés et lancer un appel à la jeunesse. Gafari Aboudou Malerossou a également invité les fidèles et leaders à prier afin que les prochaines élections se déroulent de façon paisible. Voici les détails avec Imet Lelamoussou. Le Crésil est déjà présent dans toutes les communes où sont implantées de grandes mosquées, dénommées Association des fidèles croyants amis de Romuald Wadaï, en abrégé AFCA-RW. Le regroupement est proche de la fondation Malerossou. Il s'est fixé pour objectif de mobiliser et de sensibiliser les citoyens ainsi que les fidèles musulmans sur leur rôle dans le développement démocratique et politique du Bénin. Notre seule requête auprès des imams et alpha, qu'ils invoquent Allah le Tout-Puissant pour la santé, le bonheur et la réussite de notre communauté et nos dirigeants et de notre candidat Romuald Wadaï pour que les élections de 2026 passent dans les meilleures conditions. Saisissant l'occasion de la grande prière du vendredi à la mosquée centrale de Boïkon, le président de l'association est allé recueillir les conseils des aînés et de ses pères jeunes. Gafari Aboudou Malerossou compte sur le soutien et l'accompagnement de tous afin de mieux accomplir la mission qui lui est assignée, ceci au regard des tests qui régissent l'AFCA-RW. Pour la circonstance, un message particulier a été adressé à l'Assemblée, surtout la couche juvénile. Les dirigeants ou bien les sages, nos parents ont compris cette fois-ci que la jeunesse n'est pas là seulement pour aller faire la violence, mais elle est là aussi pour conduire le destin de ce pays. Aujourd'hui, le candidat Roa, qui est Romuald Wadaï, c'est le candidat de la jeunesse. Pour la présidentielle de 2026, l'AFCA-RW salue le choix opéré par les partis de la majorité. L'association invite aussi bien les musulmans que les non-musulmans du pays à une mobilisation massive autour de Romuald Wadaï. Et déjà, des directives sont données et les tâches à accomplir avant la campagne définie. La première tâche qui nous incombe est claire: sensibiliser nos frères et sœurs musulmans à ne jamais céder à la provocation, veiller à ce que chacun maîtrise son centre de vote et surtout s'assurer de disposer des pièces exigées par la Sénat pour accomplir sereinement et dignement son devoir citoyen. À Boïkon, pour un premier contact avec la communauté de Zongo, l'AFCA-RW, à travers son président, a aussi remercié les présidents de l'Union progressiste Le Renouveau et du Parti du Cheval Blanc Cabré pour leur sens de responsabilité, d'engagement et de maturité politique.
Dans la suite de cette édition, les travaux du dialogue régional de haut niveau sur les architectures de paix se sont achevés vendredi dernier à Cotonou sur une note de satisfaction générale. Des experts responsables gouvernementaux, responsables de la société civile, organisations régionales ont réfléchi pendant 2 jours au renforcement de la gouvernance et des mécanismes de consolidation de la paix dans l'espace ouest africain. C'est une initiative de PNUD avec l'appui du système des Nations Unies. Voici le résumé. Le dialogue régional de haut niveau sur les architectures de paix a tenu la promesse des fleurs. Après 2 jours d'échanges enrichis des panels et autres, les participants venus du Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana et Bénin font le bilan. Entre autres résolutions issues des travaux, la nécessité d'asseoir une architecture régionale de paix. Pendant 2 jours, vous avez travaillé à comprendre pourquoi, malgré les différents efforts qui sont faits par les pays, les groupes terroristes continuent par attaquer les pays. Vous avez surtout fait des partages d'espérance entre les différents pays. Vous avez surtout réfléchi à comment améliorer les interactions entre les États et les organisations de la société civile. Vous avez analysé comment améliorer les architectures de paix au niveau de la sous-région. Les réflexions ont tourné autour du thème « Le renforcement de la gouvernance et les mécanismes de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest ». Cette rencontre de Cotonou a permis l'élaboration d'une feuille de route, laquelle permettra de vaincre une fois pour toutes le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans la feuille de route que vous avez retenue, il a été question de coordonner ce qui se fait au niveau national, que les architectures nationales puissent être en harmonie pour qu'on ait une véritable architecture régionale qui fonctionne. Dans la trajectoire vers une situation de paix pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, sur les questions de sécurité, les efforts de la part des différents acteurs sont souhaités à la fin des travaux. Des fluides frigorigènes et équipements de froid pour soulager des centres de formation technique. Le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, a procédé à la remise des fluides frigorigènes et équipements de froid au centre institut universitaire de formation en froid et climatisation au Bénin. L'objectif est de permettre aux apprenants de ces centres bénéficiaires de joindre la pratique à la théorie. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée, bien entendu, vendredi dernier au laboratoire d'études et de surveillance environnementale à Cotonou. Voici le compte rendu. Des fluides frigorifiques et équipements de froid au profit des centres et instituts universitaires de formation spécialisés en froid et climatisation du Bénin. L'initiative émane du ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Elle vise à soutenir les séances pratiques des apprenants, futurs techniciens et ingénieurs de 10 centres de formation béninois et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. En recevant ces fluides frigorigènes gracieusement mis à votre disposition, vous devenez nul doute des ambassadeurs des bonnes pratiques pour le développement durable de notre pays. Quant aux équipements qui s'ajoutent aux fluides frigorigènes, ils s'inscrivent dans une démarche intégrée de renforcement des capacités des centres de formation, d'accompagnement de la transition vers des technologies plus propres et de contribution à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone et le changement climatique. Cet événement est organisé à quelques jours de la célébration par la communauté internationale de la 38e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Ce qui réjouit donc les récipiendaires qui trouvent en l'acte toute une valeur à cause de l'objectif qui le sous-tend. Ils promettent d'en faire un bon usage. Grâce à ces équipements modernes,
Nos établissements disposeront désormais des conditions pédagogiques renforcées, surtout en ce moment où les réformes sont en cours. Les apprenants auront l'opportunité de développer des compétences pratiques. Nous prenons ici l'engagement solennel de faire bon usage de ces équipements, de les entretenir et de les mettre à la disposition des apprenants dans le cadre d'une pédagogie innovante et orientée vers la pratique. Ces flûtes frigorifiques et équipements de froid ont été arraisonnés par la douane béninoise à l'issue des opérations de contrôle menées sur l'ensemble du territoire national. Ils sont composés entre autres d'analyseurs, de bancs d'essais didactiques, de balances de pèse électroniques et des détecteurs automatiques de fuite. Dans le sport, pour finir cette édition en images, encore quelques heures et on connaîtra le 69e vainqueur du Ballon d'Or France Football. La grande cérémonie de remise va se dérouler ce lundi au théâtre de Châtelet à Paris et ils sont trois grands favoris dans cette compétition. Le dernier sur la liste, Ousmane Dembélé, joueur le plus décisif, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde des clubs 2025 et auteur de 35 buts et 16 passes décisives. En deuxième position, on retrouve le jeune espagnol de 18 ans, vainqueur du trophée Copo, avec un record de précarité à la clé, justement, 8e du classement du Ballon d'Or 2024. Il a été auteur d'une saison remarquable, 18 buts, 25 passes décisives. Et en troisième position, il y a le Marocain Achraf Hakimi qui affiche à son compteur 11 buts, justement, et 16 passes décisives. Le joueur du FC Barcelone, Rafinha, le Parisien Vitinha, l'Égyptien Mohamed Salah, Pedri, Kylian Mbappé, Donnarumma et Cole Palmer viennent compléter le top 10 des favoris du Ballon d'Or 2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information 19h30. La grande édition de la soirée, juste après votre émission Info continue. Et puis justement, un peu plus tard, votre émission consacrée au sport. À très bientôt et portez-vous bien.